Retour au vert en Guadeloupe. La tempête Mathieu a laissé derrière elle des dégâts dans le sud Basse-Terre. La houle a tapé fort sur les côtes. En Martinique, les préjudices ont été considérables. L'armée a été appelée en renfort. Nos reportages en Guadeloupe et en Martinique. Et 40 000 foyers martiniquais sont toujours plongés dans le noir dans une dizaine de communes. Les plus touchés se situent dans le sud et sur la côte atlantique. L'île tente de reprendre une activité normale après 2 jours d'événements. L'espoir d'une vie meilleure à Boyer à Sainte-Rose. Les travaux de réhabilitation ont repris depuis le début de l'année. ATV Guadeloupe s'est intéressé à ce chantier qui concerne l'amélioration du cadre de vie de plus de 500 familles. Bonsoir. Le premier événement sérieux de la saison cyclonique 2016, c'était hier chez nous et en Martinique. C'est le sud de la Basse-Terre qui a été le plus sévèrement touché. Certains arbres ont été déracinés, les chaussées inondées et quelques routes coupées à la circulation. Le réseau routier a été endommagé en plusieurs points. Reportage Linda Kayarsi, Karen Diam. Des rafales de vent de plus de 60 km/h, des côtes balayées par une forte houle. Hier, la tempête tropicale Mathieu était visible par ses effets, notamment dans le sud Basse-Terre et à Marie-Galante. Sur l'île de Marie-Galante, on a eu une route qui a été coupée pendant toute l'après-midi et voire la soirée. C'est la RD 203 qui relie Capesterre de Marie-Galante qui relie Grandbourg à Capesterre, la route des Basses. Donc sur 1 kilomètre, elle est le long de la mer et donc la houle étant très forte, nous avons dû fermer cette route puisque la mer pénétrait sur la chaussée. Les dégâts les plus importants ont été observés sur le réseau routier. Plusieurs axes ont été coupés en raison de chutes d'arbres. Notamment du côté de Marigot à Vieux Habitants, du côté de Malandure à Bouillante, aussi dans les secteurs de l'Ermitage, la Regrettée à Trois-Rivières sur la RD5. Donc tout ça a été, je dirais, réglé dans l'après-midi, vers la fin de l'après-midi. La seule intervention qui a dû être différée, c'est celle sur la Regrettée Trois-Rivières, dans la mesure où il y avait aussi une problématique de câbles électriques enchevêtrés. Donc il faut d'abord attendre l'intervention d'EDF pour pouvoir faire. Et ils étaient passablement pris sur l'ensemble du réseau maintenant de la Guadeloupe. La route des Mamelles a par ailleurs été fermée pour des raisons de sécurité avant d'être réouverte à la circulation ce matin. Alors, tous les axes sont fonctionnels. Il y a juste une petite restriction au niveau de la RD 30 à Saint-Claude, donc le gué de Saint-Louis, qui, comme vous le savez, est sensible au gonflement de la rivière qu'il traverse. Donc avec les conditions, on est toujours en vigilance jaune avec encore des épisodes pluvieux qui peuvent être importants. Donc cet axe-là reste fermé à la circulation au moment où je vous parle, mais en toute logique, comme on devrait avoir une véritable amélioration du climat d'ici à la fin d'après-midi, il sera ouvert en fin d'après-midi ou au plus tard demain matin. En attendant, retour au vert pour la Guadeloupe. La tempête tropicale Mathieu, quant à elle, a pris des forces. Elle se dirige vers le nord des Grandes Antilles, probablement Cuba, et elle devrait passer à proximité des côtes d'Haïti. Et ces phénomènes météorologiques donnent lieu à des spectacles impressionnants. C'était le cas à Vieux-Fort, où la houle a été particulièrement puissante. Comment les habitants ont vécu cet épisode? ATV Guadeloupe au cœur de votre vie quotidienne, avec ce reportage de Moïse Dexter, Patrick Curie et les commentaires de Nathalie Dinan. Le sud Basse-Terre est la partie qui était la plus exposée au phénomène Mathieu par des vents violents, des pluies orageuses, des branches et des arbres arrachés jonchaient les routes au petit matin. Mais heureusement, pas de gros dégâts ni de blessés à déplorer. On a eu beaucoup de vent hier soir et beaucoup de mer surtout. Mis à part, il y a quelques arbres qui sont tombés, mais c'est pas trop grave. Heureusement pour nous dans le sud de Vieux-Fort. Et que la météo, la prochaine fois, prévoit quand même un peu mieux, parce que la mer, ça vient vite. Ça vient vite, on n'a pas le temps de réagir. Et on a retiré les derniers bateaux à l'Anse du Puy, là, il était tard. Pas tellement de dégâts, à part de bon chapeau, il est tombé là hier soir. Et hier soir, eh bien, à part de ça, pas tellement de dégâts. C'est bon, je suis tombé, il n'y a pas tout le poids, il est tombé. Hein.
C'est un branche, il est tombé ici, là. Ces fils-là. Moi, j'ai pas d'humeur depuis hier soir au téléphone aussi. Depuis ça, j'ai vu ça et on m'a dit, à part de ça, j'ai pas d'humeur. Les marins-pêcheurs qui avaient sécurisé embarcations et matériel n'ont pas eu à souffrir de lourdes pertes. Seules quelques nasses ont été détruites ou emportées par la houle. Et plutôt nous nous pète ici, et nous pète les casiers, ça nous pète, mais à niveau bateau, nous pas pète bateau, nous ne pouvons pas la météo, tous ces bateaux-là nous mettons à terre, on doit avoir tous les bateaux à terre là, et c'est des dommages continus quoi. Et, comme on a dit, il faut nous repartir à zéro, il faut nous voir si pardon, il y aura une aide pour nous repartir quoi. Bon, on n'a rien eu comme dégâts au niveau des bateaux parce qu'on s'est pris à l'avance. Au niveau des nasses, peut-être on pense qu'on a eu des petits nasses écrasés. Bon, on verra qu'on mettra à l'eau, on ira en mer. Mais sinon, ça va. Au niveau des habitations, on s'est bien pris aussi à l'avance. On n'a rien eu comme dégâts. Peut-être de petits branches qu'on a eu, mais c'est pas costaud, quoi. Plus de peur que de mal, la tempête tropicale Matthew termine sa traversée des Petites Antilles et devrait évoluer en ouragan dans les prochaines 24 heures. Et à l'approche de cette onde tropicale devenue tempête, les services de la préfecture avaient appelé les Guadeloupéens à se préparer à toute éventualité. Étiez-vous prêts à affronter ce phénomène? Karen Diama et Nina Kayarti vous ont posé la question. On écoute vos réponses. Nous avons été suffisamment informés, donc on a eu le temps de faire toutes les réserves nécessaires. Voilà quoi. Suffisamment oui. Bon, après avoir vécu Hugo, c'est pas un souci. Hein. Bon, jusqu'à présent, les tempêtes que j'ai pu vivre depuis ces, disons, 20 dernières années, non, ça m'a pas choqué, non. Vous étiez prêt pour accueillir Matthew? Tout à fait, oui. Qu'aviez-vous de l'eau, des produits secs? Oui, enfin les recommandations d'usage, c'est-à-dire préparer de la nourriture en conséquence, monter les stores, protéger les abords de la maison. Non, pas de préparation particulière. Pourquoi? Parce que c'était juste du vent, un peu de vent et puis un peu d'eau, quoi. Donc voilà. Non, j'étais comme tous les jours, hein, parce qu'on a dit tempête, on n'a pas dit cyclone. Et on était seulement en orange, on n'est jamais passé au rouge. Donc pour moi, il n'y avait pas... Et puis surtout que bon, si c'était vraiment grave, je pense qu'aux informations, ils auraient dit de prendre certaines dispositions. Or, ça n'a pas été le cas. Donc ça a été un jour pour moi comme tous les jours. Hein. Sauf que j'ai eu quelques dégâts dans mon jardin, c'est tout. Mais à part ça, ça a été. Hein. Non, pas préparé moi. Pourquoi? Parce que ce phénomène n'a pas été trop grave selon la météo. Et depuis ces phénomènes naturels, toujours à me forcer courage. Moi, supporter à peu près. Ça est fait parce que c'est la nature. Peut-être on peut courir, on peut cacher, rien pas fait. Mais c'est la nature, c'est bon Dieu à briller d'abord. Alors, vous étiez-vous préparé pour la venue de Matthew? Bien sûr, je m'étais préparée, mais je ne savais pas qu'elle s'appelait Matthew. Alors qu'avez-vous fait, mis de côté comme préparation? Comme préparation, de l'eau, et puis un peu de gâteau, de sucré, puis voilà, puis c'est tout. Et en Martinique, le vent a soufflé jusqu'à 160 km/h par endroit. Les villes du sud ont été particulièrement touchées et celles de la côte atlantique. Ce matin, à Rivière-Pilote, les riverains et les équipes techniques étaient à pied d'œuvre pour nettoyer les routes. Alwyn Courcy et Michelet François d'ATV Martinique. Pas facile ce matin d'accéder à la commune de Rivière-Pilote. Après le passage de Matthew, les premières équipes de nettoyage sont à pied d'œuvre pour rendre les routes praticables. Ce matin, pour nettoyer, on a un tractopelle, un camion, des scies, des coutelas, des pelles, des balais pour nettoyer la route pour la D2E. Ce matin, c'est la première intervention qu'on fait ce matin. Et on arrive jusqu'à Rivière-Salée normalement, jusqu'à Petit-Bourg, on doit arriver normalement. Beaucoup de dégâts? Moi, personnellement, j'ai pas encore vu, mais on m'a dit qu'il y a des canals à nettoyer et tout. Et pour les résidents du quartier Régal, il y a eu plus de peur que de mal. Pour le verdict, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est bon quoi. On voit quand même, il y a donc ils n'ont rien, et puis voilà, il n'y a rien. Quelques branches quand même qui sont tombées là. Oui, quelques branches qui sont tombées, puis voilà. À part que ça, là, en bas, voilà, il n'y a rien. Bof, les arbres en ont souffert un petit peu, mais sinon, a priori, on n'a pas trop de dégâts.
Dans le bourg de Rivière-Pilote, c'est surtout le toit du marché qui a subi le plus de dégâts. Une inquiétude pour ce commerçant qui souhaiterait voir les réparations se faire rapidement. Il y a eu du vent, il y a eu beaucoup des arbres qui ont craqué, le chemin qui était barré avec des branches. Et puis moi j'ai pensé aussi à mon outil de travail qui est au marché de Rivière-Pilote. Parce que comme je suis descendu l'après-midi mettre des bâches pour couvrir mon matériel qui restait là, j'ai vu que le marché était déjà découvert, alors on va recommencer encore pour une période de chômage, parce que je pense que tant qu'on n'aura pas réparé, tant qu'on ne pourra pas travailler dans le marché. Mais à part quelques arbres couchés et quelques tôles froissées, les dégâts sont finalement assez limités. Là, il n'y a pas beaucoup de dégâts. Je peux te dire que c'est le marché qui est découvert, et puis il y a la route qui est barrée avec les laubes. Et puis hier soir, j'ai été dormir, il était exactement 3 h du matin pour en train de surveiller la rivière, parce qu'à part de l'année dernière, il y avait beaucoup d'eau, et puis ici c'était inondé. Et puis ce jour était beaucoup de chapeau pour M. Raymond Terdoz, pour le maire de Rivière-Pilote, parce qu'il a fait de grands travaux qui n'a empêché d'avoir une inondation ici à Rivière-Pilote à partir d'hier soir. Avec l'interruption de la pluie, la Nationale 5 inondée cette nuit a été réouverte en milieu de matinée. Les interventions de nettoyage vont continuer toute la journée. Et puis à l'heure où je vous parle, 40 000 foyers martiniquais sont toujours privés d'électricité. Notre confrère Guy Raphaël René a suivi des équipes techniques qui intervenaient sur le réseau. Regardez. Tu vois, il y a un câble qui pend là. Qui pend. Oui, ah oui, il est cassé. Là. Il est cassé, donc ça c'est la conséquence directe du chantier de tout à l'heure. Donc ça a soudé l'interrupteur que nous voyons ici. Donc du coup, on ne peut pas l'ouvrir. C'est un court-circuit qui serait à l'origine de cette rupture de câble. Selon les habitants du quartier dominante, un des réverbères aurait explosé et endommagé le réseau haute tension. C'est lumière là qui a explosé, puis ça a été allumé mon coin, et puis je pense que ça a fait massa dans haute tension. Mais c'est dit là, ça passe dans lumière et en poteau. Et puis subitement nous sentons du feu dans poteau. Et puis le temps pour tout le monde aller baisser compteur, ou on entend dans les boîtes de déviation, voum voum. Et puis nous passons, si nous n'y pas brûler, si nous pas rien brûler, c'est là que le courant nous que ouais. Des habitants privés d'électricité depuis hier à la mi-journée. Laurent, le tenancier de ce bar, a été contraint de mettre son activité en pause en attendant le retour du courant. Depuis mon travail, la mort, il y a un, et au soir, il travail, sauf depuis la lumière. Bon travail. Alors, la journée d'aujourd'hui, il est presque midi, que je ne peux pas rien, il n'y a rien, quoi, la mec, quoi. Ça fait vraiment plaisir que ces boucles-là viennent pour réparer les lumières là, ils viennent assez vite quand même. Hier soir, les agents de l'entreprise habilitée ont tenté d'intervenir sur la panne, mais les conditions météo étaient trop mauvaises. Ce matin, les voilà à pied d'œuvre pour réalimenter le réseau qui dessert des habitants de plusieurs communes. Le chantier consiste à réparer, je dirais, cette connexion et à remplacer l'interrupteur aérien. Même si nous sommes au Marigot, le courant, la source, elle part de Trinité et on va jusqu'à Grand-Rivière. Donc aujourd'hui, on a plusieurs réseaux qui desservent, plusieurs départs, je dirais, qui desservent le nord Atlantique. Et en l'occurrence, ce départ, c'est plus de 1000 personnes qui couvrent sur le territoire de Marigot et de Sainte-Marie. En tout, environ 300 agents sont mobilisés sur le terrain. La nuit dernière, une cinquantaine ont assuré la logistique, notamment pour la planification des interventions d'aujourd'hui. L'objectif, réalimenter 90% des foyers martiniquais d'ici demain. Et le président du CIMEG nous a rejoint sur ce plateau. Albert Elatré, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on a vu, c'est la deuxième fois que le mauvais temps provoque des dégâts comme ça en Martinique. Ça n'a pas forcément été le cas en Guadeloupe, parce qu'on peut expliquer cette non-absence de dégâts à ce niveau grâce à la présence justement du CIMEG. Non, soyons honnêtes, nous n'avons pas eu les mêmes intensités de vent. Donc, les dégâts sont dus effectivement au mauvais temps. La Guadeloupe, par bonheur, n'a pas eu ce mauvais temps, des mêmes niveaux de mauvais temps. Par conséquent, nous n'avons pas eu à déplorer de tels incidents. Mais je pense aussi quand même, la structure même du réseau guadeloupéen est fondamentalement différente de la structure du réseau de la Martinique. C'est-à-dire que nous avons un réseau, notamment en Guadeloupe, proprement dit, qui est bouclé. C'est-à-dire qu'on peut réalimenter n'importe quelle ville de Guadeloupe à partir de Jarry, parce que notre réseau de la très haute tension fait un tour de l'île pratiquement. Donc en cas de rupture, on peut rétablir plus vite.
Albert Elatré, l'année prochaine, vous célébrerez vos 10 ans d'existence. Quels sont les éléments qui ont poussé les élus à créer ce syndicat mixte d'électricité en Alors, Guadeloupe? les élus ont créé ce syndicat parce qu'en fait, il faut savoir que l'électricité, la distribution électrique, c'est de la compétence des communes. Et les communes ont un réseau qui leur appartient. Ce réseau, il doit être géré. Donc, gérer un réseau, chaque commune ne peut pas gérer son propre réseau. Donc, il fallait s'organiser pour donner à quelqu'un la gestion de ce réseau. C'est un seul qu'ils ont préféré créer un syndicat unique. Et ce syndicat a négocié avec EDF la gestion de ce réseau. Donc, le réseau qui appartenait aux communes est aujourd'hui géré par le CIMEG à travers ce qu'on appelle un concessionnaire qui est EDF. L'un des débats qui avait agité la Guadeloupe après le cyclone Hugo, c'était le caractère trop aérien du réseau électrique. Quels sont les investissements qui ont été effectués dans ce domaine? Alors, il faut dire que c'est pas forcément, peut-être qu'à l'époque, le débat avait porté sur le caractère aérien, mais c'est la nature même de ce réseau aérien. Je vois un exemple simple, un peu technique. À l'époque, on avait énormément de transformateurs sur des poteaux, sur des supports. Donc le poids même de ces transformateurs, au moindre coup de vent, cassait le support. Donc le CIMEG, depuis 2009, nous avons effectivement commencé à renforcer et à reconfigurer le réseau, bien entendu avec notre argent et avec EDF. Depuis cela, c'est pas moins de 4 millions minimum d'euros que nous investissons pour reformater ce réseau aérien. Donc même si nous restons en aérien, mais le réseau aérien devient beaucoup plus solide. Notamment, on investit en moyenne 400 000 euros par an pour enlever ce qu'on appelle les fils nus qu'on avait sur toute la côte sous le vent. Donc il y a des communes où il en reste encore aujourd'hui. Donc nous pensons supprimer entièrement ces fils nus d'ici 2020. Alors vous avez la responsabilité de l'éclairage public, mais dans plusieurs communes, certains quartiers restent encore plongés dans le noir, ce qui est un problème pour l'insécurité en Guadeloupe qui règne, on le sait. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire dans ce domaine? Alors il faut là aussi une précision, nous n'avons pas la compétence sur toutes les communes, parce qu'il faut savoir que l'éclairage public, ce n'est pas une compétence obligatoire pour le syndicat. Donc ce sont les communes qui nous transfèrent l'éclairage public, qui nous transfèrent cette compétence. Et les communes qui nous ont transféré ces compétences, je peux vous dire aujourd'hui, ils n'ont pas tellement ce problème, dans la mesure où, ne serait-ce que sur des petites communes de moins de 2000 habitants, comme Vufort, etc., nous investissons pratiquement 85 000 euros par commune. Donc, et concernant les routes? Alors, les routes, c'est pas nous, mais concernant l'éclairage public des communes, dont nous avons la compétence, nous investissons, je vous dis, on a déjà réparé plus de presque 2000 et quelques lampes sous ces communes. Les armoires sont refaites à neuf. Et d'autant plus que nous investissons en termes de commande de l'éclairage public, parce qu'il est quand même déplorable de voir, par exemple, à 4 heures de l'après-midi, des lampes allumées sur une commune. Tout simplement parce que les horloges qui commandent ces éclairages ne sont pas ce qu'on appelle des horloges astronomiques. Donc, ce que nous rétablissons partout où nous avons la compétence. Quand nous n'avons pas la compétence, nous ne réagissons pas sous la commune. Albert Elatré, on sait que la majorité d'électricité produite en Guadeloupe l'est à partir de produits pétroliers polluants. Quelle est votre politique, votre stratégie en matière de... Alors, en ce qui nous concerne, nous avons créé un outil, l'outil adéquat pour l'énergie renouvelable. Donc, 24 juillet 2015, le syndicat a constitué une SEM d'énergie renouvelable, Guadeloupe ENR, où nous avons la prétention de contribuer fortement au développement de l'énergie et l'énergie renouvelable dans ce pays. D'ailleurs, pour citer un exemple, nous allons participer à la première grande ferme d'éoliennes qui sera montée sur Sainte-Rose. C'est 16 MW, ça va être une première dans la Caraïbe, dans les îles françaises. C'est un chantier qui doit démarrer au premier trimestre 2017. Albert Elatré, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Vous approuverez certainement ce proverbe qui affirme que l'union fait la force. Absolument, absolument. La brigade d'agents d'EDF Guyane est en train de le démontrer. Absolument. Ils ont été appelés en renfort en Martinique. Ça, ouais. On regarde le reportage de Jonathan Lariot d'ATV Guyane. D'accord.
Dernier préparatif ce matin pour les agents d'EDF appelés en renfort suite aux dégâts causés par la tempête Mathieu en Martinique. 10 agents sont dépêchés avec plus de 300 kg de matériel. Et quelques heures avant leur vol, l'heure en est aux dernières vérifications. Lorsqu'il y a des grosses opérations comme ça, on est censé amener du matériel pour remettre les câbles sur les supports. Parce qu'en général, avec des vents comme ça, il y a des supports qui sont abîmés, il y a des lignes qui sont au sol. Et notre but, c'est de remettre les lignes sur les supports de manière à pouvoir réinjecter du courant. Ces agents représentent le FIR, la force d'intervention rapide électricité, constituée d'agents de terrain expérimentés. Basée sur le volontariat, l'équipe est constituée d'agents venus de tout le territoire. Il y a au moins environ 50 000 clients qui ne sont pas alimentés pour l'instant. Alors notre mission déjà sur place, c'est de pouvoir identifier les zones qui ne sont pas alimentées, donc avec nos collègues de la Martinique. Ensuite, procéder à la réparation et de pouvoir réalimenter les clients. Donc il y a une phase de réparation du réseau et puis certainement il y aura des phases aussi de réalimentation aussi par des moyens mobiles tels que les groupes. Un appel au renfort rare, mais possible en cas de catastrophe. Donc les équipes de Martinique sont en train de faire le bilan de la situation. D'ores et déjà, ils ont jugé nécessaire de mobiliser des équipes en renfort. Ce sont des équipes qui ont l'expérience, qui sont volontaires, aguerris et qui connaissent bien le métier parce que bien évidemment le contexte n'est pas toujours facile, le contexte d'intervention. Et avec l'idée première et la volonté première, c'est de pouvoir réalimenter dans les plus brefs délais les clients de la Martinique. Arrivée sur place cet après-midi, l'équipe du FIR Guyane rejoint les troupes de la Martinique. L'éloignement de la tempête Mathieu devrait permettre un début d'intervention dès demain. Restez sur ATV Guadeloupe dans une poignée de minutes. Zoom sur le quartier de Boyer à Sainte-Rose qui est en train de faire peau neuve. Et puis son cas pourrait faire figure d'exemple. Nous entendrons vos avis sur l'affaire Kalash. L'artiste risque 6 mois de prison ferme. Il est l'artiste dancehall du moment. Depuis la sortie de son tube national Bendo, il aurait fait l'objet de nombreuses menaces et de tentatives d'extorsion. C'est en tout cas sa ligne de défense pour justifier le fait qu'il possédait illégalement une arme à feu. La Cour d'appel de Paris a requis 6 mois de prison ferme pour ce délit. Que pensez-vous des réquisitions du ministère public à son encontre? Linda Kayarsi et Karen Diama vous ont posé la question. Alors, pour ma part, ça aurait été un exemple qu'il soit puni, car détention d'armes illégales, c'est illégal. Mais après, étant un artiste suivi par de nombreux jeunes, je trouve que c'est quand même un peu abusé, puisqu'il y aura le revers de la médaille bientôt. Donc, pour moi, c'est quand même un peu exagéré comme sanction. Mais oui, il doit être puni, mais pas de cette façon. Ouais, pour moi, c'est justifié. Il aurait dû s'informer avant des conséquences. Je ne pense pas que les 6 mois, que c'est un peu juste quand même. Il n'aurait pas dû donner au gars ça. Mais comme on dit, c'est la justice. Mais de mon côté, je trouve que c'est pas normal. Non, pour les jeunes maintenant là, ils sont un peu touristes. Moi, j'aime pas ces gens-là ça. J'aime pas les jeunes touristes. J'aime des gens qui parlent propre, parlent bien. Comme je peux moi maintenant là, ça c'est bon pour moi. C'est un artiste antillais avant tout. C'est vrai que ça arrive au mauvais moment parce qu'il est en pleine extension de son talent. Hein, mais quand même, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment en Martinique et en Guadeloupe, par rapport à la violence des jeunes, tout ça, en fin de compte, ça n'a pas de mesure. Je le vis à la télé, comment il est. Je pense qu'il est bien comme type. Je ne crois pas qu'il fait ça. Et en tant qu'artiste, il devrait logiquement véhiculer une bonne image? En principe, à mon avis, mais s'il ne peut pas rouler à pied. Là maintenant, il faut savoir quel genre de clip on fait parce que ça attire, c'est la violence aussi. Mais dès qu'il s'est excusé et qu'il admet qu'il a fait une petite erreur, c'est de pointe. Et en plus, quand j'ai su ça, j'ai dit que d'après ce que j'ai compris, il était menacé, un truc comme si, c'est ça que j'ai entendu. Et le gars, il n'a pas fait ça en tant que pour tuer quelqu'un, mais c'était pour se défendre. Lui, personnellement, il ne montre pas le bon exemple.
Bon, en plus c'est un artiste et la plupart des petits jeunes qui sont dans la rue maintenant, ils se reflètent par rapport à leur artiste préféré. Alors ceci dit, bon, je ne vais pas dire carrément que c'est sa faute à lui s'il y a de la violence maintenant, mais ça met tout le monde dans la merde et voilà, c'est pas un bon exemple pour les jeunes qui viennent maintenant. Le gouvernement a mis déposons les armes, c'est une campagne, donc je suppose que M. Kalash aussi savait cette campagne. Donc, et en fin de compte, par rapport aussi à la violence entre eux, être armé, on n'est pas aux États-Unis, on n'a pas une autorisation de porter une arme ou avoir une arme chez soi. On n'est pas aux États-Unis, on est français ou pas. Donc à ce moment-là, c'est vrai que ça tombe mal pour lui, parce que c'est quelqu'un que j'adore, c'est un artiste que j'adore, mais je suis martiniquais en plus, donc, mais il faut mettre les choses à sa juste place. Déposer les armes, comme ma famille mort, une personne, alors je suis à la recherche d'un petit dame, un petit doudou quoi, pour caresser, pour nous voyager, pour nous parler ensemble. Voilà. C'est ça qu'il faut nous faire. Avec un petit bain en mer, vivre, ainsi plage là, petit manger, un petit grillage à poisson, manger, c'est ça que je veux. Je suis contre la violence. Les artisans de la Guadeloupe étaient appelés à élire leurs représentants à la tête de la Chambre de métiers et de l'artisanat du 1er au 14 octobre. Le collectif Artisans d'Ubud demande l'annulation de cette élection pour des motifs d'irrégularité concernant ce scrutin. Jules Griffard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes le porte-parole de ce collectif. Expliquez-nous en quoi ce scrutin est-il, selon vous, insincère. Oui, alors il s'agit de notre démarche, c'est de demander l'annulation de l'opération électorale. Parce que, en fait, comme le scrutin n'est pas encore terminé, d'une part, donc on demande l'annulation de l'opération électorale au service donc au préfet. Et dans le cas où le préfet n'accepte pas d'autres demandes, dans ce cas-là, et l'élection arrive... D'abord, pourquoi? Expliquez-nous pourquoi vous voulez annuler justement cette opération. C'est pour cette nuance-là. Et le préfet fait l'élection quand même. À ce moment-là, on demandera donc l'annulation du scrutin. Alors, pour quelle raison? C'est que simplement, en fait, la consultation des électeurs doit être faite sur des règles, sur la sincérité. En fait, le préfet a organisé cette élection au vu du décret 99-433 du 27 mai 1999, arrêté du 15 avril 2016, fixant le dépôt de la liste des électeurs aux services préfectoraux. Il se trouve que ce décret du 15 avril, cet arrêté du 15 avril a été modifié par un décret, par le décret du 20 juillet et du 27 mai, qui modifiait donc la date de transmission de la liste électorale au préfet. Donc on estime que dans cette démarche, le préfet n'a pas eu la même lecture pour l'application de ce texte. Donc nous pensons que l'opération électorale ne se fait pas au regard du respect de la loi, jusqu'à preuve du contraire. D'autre part, nous avons constaté aussi, puisque en fait le préfet doit veiller à ce que l'élection soit sincère, d'accord? La liste des électeurs qui nous a été transmise donc par la préfecture, nous l'avons observée et de manière succincte. On a observé de nombreuses anomalies. Je dis succincte, si on avait pris le temps de chercher, on en trouvait beaucoup. Alors parmi ces anomalies, nous avons constaté qu'il y a des personnes qui ne sont pas des électeurs, qui sont appelés à s'exprimer sur ce scrutin. C'est comme si on demandait aujourd'hui aux Mexicains de voter pour le président de la République. Hein, ce n'est pas possible, de la France. Hein, ce n'est pas possible. Donc, en fait, mais s'ils étaient sur cette liste, c'est qu'à un moment donné, ils ont été artisans. Ils ont été artisans, mais ce sont des personnes qui sont âgées de 66 ans à 115 ans. Que craignez-vous qu'ils soient instrumentalisés, utilisés? Non, mais ces personnes ne sont pas électeurs. Ils ne peuvent être consultés. Des personnes qui n'existent plus, qui sont décédées, ne peuvent pas voter pour un président. Ils ne peuvent voter pour une équipe pour diriger la Chambre. Hein, ce n'est pas possible, d'une part. Donc, ça rend... Mais est-ce que vous avez la preuve que ces personnes, justement, enfin, que des personnes aient pris leur identité pour voter? Non. Alors, ce qui arrive, il est connu et reconnu, n'est-ce pas, que lors d'élections des chambres consulaires, que ce soit la Chambre de métiers, Chambre de l'agriculture ou la CCI, des bulletins
s'achètent et se vendent. Des enveloppes s'achètent et se vendent. Donc ça veut dire que simplement, à partir du moment que la préfecture va commencer à envoyer des enveloppes à des personnes qui n'existent plus, ces enveloppes vont être récupérées et ça va fausser la sincérité du scrutin, puisque tout le monde sait qu'en Guadeloupe, que des fois, on casse les boîtes aux lettres. Monsieur Griffa, vous allez même plus loin. Vous accusez certains agents de la Poste de fraude. Sur quelles preuves reposent vos allégations? Eh bien, si vous étiez proche de ces élections, vous le saurez que c'est la crainte de tous les candidats. Que ce soit pour la CCI... Oui, mais il faut des preuves. Attendez, que ce soit... Écoutez, on le sait, et je vous dirai même la petite histoire. J'ai échangé avec le président de la Chambre de métiers au téléphone lundi dernier. Il m'a dit personnellement avoir interpellé la directrice de la Poste concernant cette fraude. D'une part, nous aussi, nous avons fait un courrier à la directrice de la Poste en lui disant à chaque élection consulaire, il y a ce problème-là et nous savons que les bulletins se vendent. Donc, se vendent au plus offrant. Donc, nous pensons que encore, ce ne sont pas aux agents de la Poste de faire les élections, mais ce sont des artisans qui doivent s'exprimer, d'une part. Donc cette liste électorale qui est dite revisée, parce qu'en fait, le préfet a l'obligation, à chaque consultation quinquennale, de faire vérifier la liste, d'une part, et de mettre même la procédure de vérification de la liste. Or, on constate que cette liste-là, elle est sincère. Sous cette liste figure quoi? Donc, 2117 personnes qui n'existent plus jamais, et qui n'ont pas le droit de voter. D'accord? 66 ans à 115 ans, d'une part. Ensuite, sur la liste, nous avons des personnes que je connais. Ces personnes-là ne sont plus... Vous avez interpellé la préfecture. Est-ce que vous avez des retours des services pour le moment? On a écrit au préfet. On lui a fourni un dossier comprenant 11 pages. Et ensuite, après, sans compter les annexes qui font une cinquantaine de pages. Donc vous êtes dans l'attente d'une réponse. Mais maintenant, on attend que le préfet se prononce. Monsieur Griffard, merci d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir expliqué votre problème ce soir. Eux aussi sont en colère, ce sont les producteurs de canne, 7,50 €. C'est le montant de l'indemnisation négociée par l'Iguacan pour chaque tonne de canne restée sur pied contre les 23 désirés. Ces derniers sont très remontés. Ils menacent de se mobiliser en Guadeloupe dès lundi devant la préfecture. On écoute la réaction de la présidente de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, Maxette Grisoni. Elle est interrogée par Moïse Dexter et Patrick Curie. On regarde. Nous avons mobilisation nous avons fait lundi matin. Nous avons pris un départ à Cordeliane pour la préfecture. Parce que là, nous avons un problème aussi, surtout si c'est planté qu'on a quand nous bouteillons, c'est-à-dire au lieu de 23 €, il y aura 7,50 € la tonne. Et là, nous plantons quand nous pas d'accord, prix là, yo accepté là, l'Iguacan, yo validé ça, le GECAN et deux syndicats, le MODEF et l'UPG, accepté ça. Nous, les GIA ainsi que la FDSA, nous ne pouvons pas accepter ça, là, parce que là, planter quand c'est de ça, yo ka vivre, c'est ça, yo ka voir petit à l'école, c'est ça, yo ka subvenir à besoin à famille yo. Là, nous ne pouvons pas admettre qu'on agriculteur, on planter quand payer à 7 € la tonne. Ça inadmissible pour nous. Là, on paquet agriculteur qui vient voir nous, qui vient voir le président des maraîchers pour dire qu'on s'ajoute là, que des dossiers pas payés. Nous calmettre, que ce soit l'État, que ce soit les collectivités, il n'y a pas qu'à respecter les agriculteurs pour nous. Nous n'avons pas problème en canne, nous n'avons pas problème en banane, nous n'avons pas problème en diversification, nous n'avons pas problème en élevage. Ces élèves-là aussi, dossiers, pratiquement tout rejeté. Ils n'ont pas problème si problématique là. Si problème à tout ça, là, nous besoin régler tous ces problèmes-là pour nous voir avancer l'agriculture à pays là, parce que là, ça n'a pas qu'à un pays là. Et nous sommes obligés de mobiliser nous là pour régler ces problèmes-là, pour voir les conventions, pour de mettre des choses en ordre dans tout secteur là, parce que ça n'a pas qu'à. Ainsi que toutes les filières qui descendent pour expliquer les problèmes à eux, parce que là, tout le monde en crise, toutes les filières en crise. Et là, puis ils prennent responsabilité à eux pour voir qui gens, pour pouvoir résoudre les problèmes dans tous ces secteurs-là. Parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça, là. Intéressons-nous maintenant au quartier de Boyer à Sainte-Rose. Depuis le début de l'année, les travaux de réhabilitation ont repris. Cette opération concerne l'eau, l'assainissement, les eaux pluviales et la voirie. La première tranche a concerné près de 370 familles. Reste à rendre plus accueillant le cadre de vie de 160 autres foyers. Linda Kayarsi, Karen Diama. Avec une superficie de 37 hectares, le quartier de Boyer est en pleine réhabilitation.
Après une première tranche livrée en 2012, les travaux ont repris au début de l'année pour la seconde tranche. Sur cette portion-là, ça représente 3 rues. Il y aura 3 rues de refaite qui concernent 110 habitations. Sur la tranche conditionnelle qui est à l'arrière, il va y avoir 2 voies, 2 petites voies qui vont représenter à elles 2 50 maisons en plus. Donc on a un total sur la tranche numéro 2 de 160 habitations à peu près. Démarré en 2013, puis arrêté pendant plus d'1 an, le chantier de Boyer s'est avéré plus complexe que prévu. Cette nouvelle tranche de travaux prévoit entre autres la pose d'une nouvelle canalisation d'eau potable, la réfection des routes et l'amélioration du réseau d'assainissement. Les difficultés de ces travaux, c'est surtout de réussir à réaliser les travaux avec l'existant, donc c'est-à-dire les altimétries des maisons, les conduites d'eau qui étaient déjà posées. On est dans un quartier où il est vivant. Hein. Et donc on travaille un petit peu à l'inverse, c'est-à-dire que normalement on commence à faire les routes avant les maisons. Là, il faut adapter la route à l'existant. Et c'est ça notre principal problème. Malgré une grande technicité et un grand retard, la municipalité ne s'est pas éloignée de son objectif premier. Au jour d'aujourd'hui, donc, il faut améliorer le quotidien des habitations. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans cette zone-là, le facteur ne passe pas, les poubelles ne passent pas. Vous voyez dans lesquelles conditions, alors encore aujourd'hui, vous voyez, il y a du tuf. Avant, il n'y avait pas de tuf. Vous voyez dans quelles conditions les enfants peuvent aller à l'école. Ils sortent de là par temps de pluie. Ils vont au collège en bas, c'est tout boueux. Donc on cherche à améliorer un petit peu la qualité de vie des habitants. Voilà. Et que tout le monde puisse avoir de l'eau normalement aussi. Hein, que ce soit un pari plus ou moins gagnant pour la collectivité, que tout le monde paye son eau et les moyens de le faire. Une démarche très attendue par les riverains. On était vraiment, comme on dit, mal lotis, puisque à chaque fois quand il pleut, c'est tout un souci pour entrer et sortir. Donc là, elle a décidé de faire ça, donc c'est bien, ça va nous permettre d'être plus à l'aise, de mieux aménager la maison, les trottoirs, de faire la peinture, d'être un peu plus propre, parce que dans ces conditions, on ne peut pas très bien nettoyer, on voit les murs, les voitures qui passent, ça salit tout. Alors on attendait ça, donc avec cet aménagement-là, et puis le réseau pour les eaux usées aussi, ça sera bien, on polluera moins, c'est déjà pas mal, on trouve. Ouais. Donc ça va être fini, on fera la fête. Chiffrée à environ 1 800 000 €, cette seconde tranche des travaux de réhabilitation du quartier de Boyer devrait s'achever d'ici janvier 2017. Place aux informations pratiques maintenant. Les petits bourgeois pourront, à partir de lundi 3 octobre, procéder aux inscriptions pour leurs enfants aux nouvelles activités périscolaires au centre de service enfance et loisirs situé à la cité administrative au rond-point de Courbaril. Et puis le RSMA cherche 6 volontaires pour suivre la formation de conducteur option travaux publics. Les candidats ont jusqu'au 5 octobre inclus pour postuler. Vous devez avoir au moins 21 ans et posséder votre permis de conduire depuis 2 ans. L'équipe de l'EFS maintenant de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à l'avenue de l'Europe à Saint-François de 8h à 12h30. Et puis, nouvelle qui devrait ravir beaucoup d'entre vous, la pêche au lambi sera ouverte du 1er octobre au 31 janvier. Attention, cette espèce est protégée. Les services de l'État rappellent que sa pêche est strictement encadrée. Ils seront donc veillatifs pour sanctionner les contrevenants à la réglementation. Et enfin, si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous contacter au 0590 71 2 fois ou à nous envoyer un email à rédaction.atv@atv.gp. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres.